Bonjour à tous, c'est Cutie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se lance enfin dans la review du tout premier épisode de la saison 4 de Drag Race France. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer, de vous proposer des vidéos au moins toutes les 2 semaines pour suivre la saison ensemble. On verra si je tiens mes engagements. Pour le format de ces reviews, je vais essayer de faire quelque chose d'assez court et qui parle de la franchise Drag Race de manière plus généraliste. L'idée, c'est de comparer les épisodes avec les épisodes des saisons précédentes ou des saisons dans d'autres pays. Allez, trêve de bavardage, on entre directement dans le vif du sujet. Pour ce premier épisode, on va d'abord se poser sur le casting et les choix de la production parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, cette année, on a notre toute première reine belge. Ça a pris du temps pour en avoir une, mais c'est finalement assez logique quand on regarde le parcours un peu chaotique de la franchise en Belgique. Pour la petite histoire, au tout début, les reines belges flamandes, celles qui parlent néerlandais, étaient représentées dans Drag Race Pays-Bas à cause du rapprochement linguistique. Puis, la Belgique a eu le droit à son propre spin-off, francophone cette fois-ci, centré principalement sur les Queens Wallonnes. Sauf que l'aventure n'a duré que 2 saisons et s'est arrêtée en 2024. Quand on écoute les candidates de là-bas, le constat est un peu triste. Contrairement à la France, la prod ne suivait pas du tout les reines et faisait un peu le strict minimum. Dès leur saison 2, on sentait le manque de moyens. Surtout qu'au même moment, Drag Race France envoyait du très lourd en captant toute l'attention du public francophone avec sa saison 2. Du coup, les reines étaient laissées un peu sur le carreau depuis 3 ans puisque Drag Race Hollande n'était plus diffusé de son côté. Et par conséquent, ça fait vraiment plaisir de voir une reine belge débarquer chez nous. Ça offre enfin une vraie vitrine et une plateforme solide aux artistes wallonnes, et ça ouvre aussi de nouvelles perspectives, comme un All-Star qui pourrait accueillir les reines ayant participé à Drag Race Belgique, ou alors un format All-Stars spécifique à la francophonie. J'aime rêver. L'autre grand événement de ce cast, c'est bien sûr Malawit, notre première reine femme cisgenre. Et clairement ici, la prod en a fait l'une des grandes protagonistes de l'épisode 1. On sent que l'accent est mis sur son intégration dans un milieu qui, à la télé du moins, reste ultra représenté par des hommes cisgenres. Alors oui, à l'international, on a déjà vu quelques femmes cis, notamment au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne ou au Canada. Mais comme la version américaine originale n'a toujours pas franchi le pas d'accueillir une femme cis, l'arrivée de Malawit chez nous est loin d'être si banale et anodine que cela. Enfin, un petit mot sur le jury. Cette année, on dit au revoir à Shaim et on accueille Angoon. Alors, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais pour être tout à fait honnête, sur ce premier épisode, j'ai trouvé ses interventions un peu anecdotiques, voire assez superficielles. Surtout quand on passe après les critiques assez détaillées et pointues de Daphné et Nikki. On va voir comment elle trouve ses marques au fil de la saison. J'espère qu'elle sera davantage dans la dynamique de l'émission, et j'ai ces mêmes attentes d'ailleurs pour Loïc Prigent. Bon, passons au gros morceau de cette saison, le twist de la production. Je vous l'annonce direct, cette année, l'ambiance va être orientée autour du drama entre les reines. Et franchement, tant mieux. Parce qu'en saison 3, on avait eu le droit au twist du téléphone rose. Et on ne va pas se mentir, c'était un plantage complet. Pour rappel, le concept, c'était de rajouter des mini-défis complètement random au milieu du maxi challenge. Genre, te coller un défi de création de chapeau en plein milieu d'un design challenge. Comme si ajouter un nœud papillon à une tenue moche allait magiquement te sauver du bottom. Rétrospectivement, ça n'avait vraiment aucun sens. Là, le twist de la baguette d'or est beaucoup plus malin. Au lieu d'être centralisé sur le côté challenge, ici, on mise tout sur l'interaction et les tensions entre les queens, puisqu'il permet à une reine d'en sauver une autre. Alors, rien de bien novateur à l'échelle mondiale, depuis quelques années, la version canadienne cartonne avec son Golden Beaver. Là-bas, la gagnante de la semaine peut sauver une reine en danger. Et croyez-moi, ça a créé des moments d'anthologie dans l'atelier. #SaveMelinda. La France a donc repris ici le concept du Golden Beaver, mais avec une petite variante. La reine qui détient le pouvoir est choisie par l'éliminé de la semaine précédente. À voir ce que ça va donner sur la longueur, mais le potentiel de trahison et de stratégie est vraiment immense. Pour le maxi défi, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est que la prod a retenu la leçon de l'année dernière. Comparé à la saison 3, on est sur quelque chose de moins ambitieux, mais de beaucoup plus lisible. On a une chanson pop, très simple, avec des refrains déjà écrits, et le résultat est super efficace. La saison 3, quant à elle, avait essayé de faire écrire les couplets à tout le monde sur une mise en scène trop complexe, et le rendu final était du coup hyper brouillon. Pour ce premier épisode, j'ai vu pas mal de fans regretter sur les réseaux sociaux que les reines n'aient pas écrit leur propre texte cette année. De mon côté, je pense que c'est un excellent compromis de production. Pourquoi ? Parce qu'en leur attribuant des couplets déjà écrits, la prod a créé une phase de répartition des morceaux, qui a immédiatement généré les premières tensions dans l'atelier. Je pense notamment à tout le passage avec la harpie.
Ça permet d'introduire du microdrama et des enjeux dès l'épisode 1, ce qui pose parfaitement les jalons pour les fameux twists liés à la baguette d'or dont je vous parlais plus tôt. Niveau montage, l'épisode est très bien équilibré, on arrive facilement à identifier les sirènes qui se retrouvent à la critique finale, chacune ayant ses moments dédiés. Il n'y a véritablement que Sublime qui m'a semblé un peu moins caractérisé dans l'épisode, mais lors des critiques, Nikki a réussi à lui donner l'espace nécessaire pour que son histoire prenne du sens. C'est ici la fameuse reine qui a une notoriété en dehors de l'émission et qui doit faire ses preuves durant la saison. Pour le défilé, le thème était Dress Excess. Alors, même si l'intitulé est assez flou et très ouvert à l'interprétation, il a permis aux reines de s'amuser soit en donnant du très gros volume, soit en jouant sur la carte de l'humour. On reste clairement dans la lignée de ce que fait l'identité du spin-off français, à savoir une grosse emphase sur les volumes et le côté haute couture. Pour mon classement personnel, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de redondances, notamment sur les looks très royaux à la Marie-Antoinette ou le délire punk. Du coup, mon look de la semaine c'est Azemélia, rien de révolutionnaire, d'accord, mais c'est géré au millimètre près, c'est propre et ça fonctionne. En revanche, mon flop c'est Créatine, c'est clairement une reine qui a un potentiel visuel de fou, on sent qu'elle voit grand, qu'elle va chercher ailleurs, mais là il y avait beaucoup trop d'idées, et ça donnait un runway assez brouillon et peu consistant. Alors on va enchaîner maintenant avec le lip sync. Encore une fois, la prod a dégainé une musique pop anglophone pour essayer d'attirer le public international sur le pilote de la saison. J'ai envie de dire pourquoi pas, à condition qu'on retrouve de la variété française pour le reste de la saison. Sur le plan de la performance, le lip sync est excellent. J'ai absolument adoré ce que nous a proposé Margaret. C'est finalement assez rare dans la franchise Drag Race de voir quelqu'un gagner avec une performance 100% humoristique qui repose principalement sur les expressions du visage. Ça fait vraiment un bien de fou et je pense sincèrement que ce lip sync se classe direct dans mon top des meilleurs lip sync de Drag Race France. Cependant, j'ai toujours un énorme problème avec la réalisation et le montage des lip sync chez nous. Je comprends tout à fait que la scène et les éclairages soient réduits pour des raisons budgétaires, mais certains plans de caméra sont vraiment beaucoup trop larges. On est tellement loin qu'on perd complètement le focus sur l'action. A l'inverse, le montage enchaîne aussi parfois des plans serrés de manière tellement rapide qu'on est totalement perdu pour se situer sur la scène. Et alors ce fameux plan où on voit plus la scène que les queens, il me fatigue, je n'en peux plus. Mais bon, ça c'est mon côté tatillon. Avant de conclure, je voulais quand même parler de mes coups de cœur. Déjà en première place, il y a Margaret, parce qu'elle est vraiment très drôle. J'ai vraiment hâte de la voir dans un challenge de comédie. Ensuite, mon autre gros coup de cœur, c'est Azemélia. La prod est clairement en train de la setup comme la queen ultra compétitrice, un peu vilaine de la saison à travers ses passages dans les confessionals. Et enfin, on a la harpie. Là aussi, il y a un vrai setup pour du drama plus tard, notamment vu comment s'est passée la distribution des chansons. J'aime vraiment sa direction artistique. C'est un peu fouillis, d'accord, mais ça donne toujours quelque chose de fort. Alors, petite surprise pour moi cette année, c'est à quel point on aborde les aspects politiques de manière beaucoup moins subtile. Bon, ça reste encore très flou et assez vague, mais sur le runway, on a quand même évoqué des périodes tristes, la guerre, et je cite, ce qui se passe en Amérique. Franchement, je trouve ça super que les reines amènent ce genre de sujet sur le runway, ce qui force la production à diffuser ces passages. C'est d'autant plus important parce que l'année dernière, on s'en rappelle, SOA avait de vraies revendications politiques. Mais elles ont été largement passées sous silence, au point que la production a complètement remanié son arc narratif pour la faire passer pour une personne juste triste et désinvolte, sans jamais évoquer ses combats initiaux. Donc voir le curseur bouger cette année, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, j'ai plutôt bien apprécié ce premier épisode, je le trouve simple et efficace, on a de la lisibilité, on a de la structure, et franchement c'est très bien comme ça. À la fois la prod n'a pas cherché à faire plus que la saison précédente, la saison All Stars, et on sent aussi qu'ils retiennent leurs erreurs de la saison 3, donc tout ça fait vraiment plaisir. Voilà pour moi, et pour ce premier épisode, j'espère vous revoir au moins dans 2 semaines pour la suite. D'ici là, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, je vous fais de gros bisous, bye!